Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Salut Joël. Salut Julien. Ça va? Ça va toi? Ouais. Oui. Écoute, avant qu'on commence aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on fasse des remerciements. Oh, c'est vrai, hein? On a passé par-dessus certaines personnes. Ben, c'est juste que ça donnait pas parce que tout était pas finalisé, mais là, maintenant qu'on a notre logo officiel, notre musique officielle, là pour les auditeuristes, pour vous, c'est peut-être pas clair, mais nous autres, on vient juste d'avoir ça, puis on va le rajouter dans le montage, des épisodes que vous avez déjà écoutés. Mais c'est quand même neuf pour nous. Donc, je voulais faire un beau shout-out à tout ce monde-là. Mm-hmm. Premièrement, on a un logo officiel. Ouais, il est beau, hein? Oui, ce serait bien mal commode que je dise qu'il fasse pas mon affaire maintenant qu'on l'a posté partout. Ouais, mais non, on a un très cool logo fait par nul autre que Pierre-Marc Duguay. Moi, ce gars-là, je le connais pas. Je sais pas trop c'est quoi qu'il fait. Mais écoute, il a de l'air sympathique, puis merci beaucoup Pierre-Marc. Merci. Il nous a rejoint comme ça par courriel, puis il a dit « Je peux-tu avoir le droit, la chance de faire votre logo? » De travailler avec vous. Ok, c'est pas vrai pas tout, c'est genre notre ami de longue date, mais et ton Mon coloc. Ton coloc, disons-le. Fait que Pierre-Marc nous a fait un logo. On pourrait parler du logo un brin. C'est un dégradé. Ah non, tu sais quoi? Un jour on recevra PM, puis il nous expliquera le travail qu'il a fait sur le logo. Ce serait malade. Parce que on a eu toute une conversation sur pourquoi ce logo-là, pourquoi les éléments. Ouais. C'est ce qu'il fait, là. Ouais. En ce moment, c'est le logo que vous voyez apparaître comme le thumbnail de l'épisode que vous écoutez. Ouais. C'est notre symbole, icône officielle, comme du monde. Notre identité visuelle. Notre identité visuelle. Ouais. Exactement comme tu as dit. Après ça, quoi d'autre? La musique. Oui. Fait par Emmanuel Eustache? Manu, qui a fait l'arrangement d'une musique originale que tu as composée. Oui, c'est ça. Moi, j'ai composé en termes de world building, je me faisais une séance à chaque jour, je compose des petites affaires puis tout. Fait que j'arrivais avec des petits flashs d'inspiration musicale. Puis j'ai présenté ça à Manu. Puis ensemble, on a regardé, cette tune-là ou cette idée-là est bonne. Il est parti de son bar, il nous a fait un arrangement puis une orchestration pour avoir un jingle, une tune thème que vous entendez quand on met quand on a le podcast. Quand on commence. Voyons, à chaque épisode, vous allez entendre, et vous entendez déjà notre musique d'intro, d'outro. C'est le jingle que j'ai composé, que Manu a arrangé, et que Julien, toi-même... J'en ai fait la production, ouais. T'as fait la prod finale de ça, là. Ouais. Fait que c'est un travail d'équipe. Et puis, tu l'aimes-tu la toune? On en a pas vraiment parlé. Ouais, c'est une bonne tune. C'est accrocheur, ça marche avec notre thème, je trouve. C'était bien mieux d'aimer ça, mon esti. Ce que j'aime aussi, c'est de voir nos grosses faces. Oui. Ouais. Ah oui, mais oui. Ça, on a Geneviève à remercier pour ça. Oui, donc on remercie Geneviève Duluth-Decelle, réalisatrice et personne extraordinaire, qui était là cette journée-là pour faire les photos. Elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée, c'est vrai, de son salon à sa cour. Ouais. Elle s'est habillée, puis elle s'est déplacée. C'est ça qu'elle a dit, hein. Je m'habille, puis je sors. Je m'habille, puis je sors. Fait que on était tous les deux très contents qu'elle s'habille en premier. Ouais. C'est ça qu'on a dit. Puis finalement, on a fait un photoshoot dans notre ruelle. C'était très cool. Puis merci Geneviève d'avoir pris du temps sur ta journée pour nous prendre nos grosses faces en photo. Ouais. Puis là, en ce moment, on est en train d'enregistrer dans ton appartement. Vrai. Mais l'épisode 0 a été filmé dans l'appartement de Fred. Je sais pas si on l'a filmé. Enregistré. Oui. Chez Fred, fait qu'on voudrait remercier Frédéric. J'ai pas vraiment demandé sa permission pour dire son nom complet. Fait que je sais pas à quel point il veut être nommé, mais un certain Frédéric qu'on connaît et qu'on aime. Il se reconnaît. On a emprunté son appart l'espace d'une journée où il est parti faire du rafting. Puis c'était le premier épisode, c'est-à-dire l'épisode 0. On a fait chez lui. Merci beaucoup Fred de nous avoir prêté ton appart. Puis c'est ça pour le remerciement. Not! Ah ben non. Eh oui, parce qu'il y a Catherine Caisse-Roy. La dernière, mais non la moindre. Mais non, pas la moindre pantoute. Julien, qu'est-ce que tu fais?
La dernière, mais non la moindre. Ouais, mais juste l'idée que tu penses que ça serait la moindre. Ok, je m'excuse. La 4K. Catherine, merci beaucoup. Catherine nous a donné des conseils du début du projet jusqu'à même aujourd'hui même. Elle m'écrit des petits trucs pour comment tu fais ça, mettre ça sur les réseaux sociaux, un podcast, puis fait que toutes des affaires qu'on connaît pas parce que nous deux, on connaît pas ça, les podcasts plus qu'il faut. Mais là, je me sens semi-grillé, mais j'ai encore besoin de Catherine. On n'est pas pire, mais Catherine, c'est une fine stratège. C'est une fine stratège. Ouais. Rien de moins. Fait que merci à tous nos collaborateurs pour faire ça avec nous. Man. Ouais. Hey, commençons l'épisode. Ben oui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est le premier épisode qu'on sera pas juste nous deux, qu'on fait un entretien avec quelqu'un, une sorte d'entrevue. Puis aujourd'hui, on reçoit Vincent Mauger, qui est designer d'expérience utilisateur, de user interface, d'interface utilisateur, chargé de cours à l'Université Laval, expert en scénarisation interactive et enthousiaste des littératures de l'imaginaire. Il a d'ailleurs donné un cours qui s'intitulait Démiurgie 101. Fait que je pense que ça va être très intéressant d'avoir une conversation avec lui aujourd'hui. C'est assez à propos. Ouais. Quand même. Bonjour Vincent, bienvenue à Comme du Monde. Merci d'ailleurs de nous avoir d'avoir accepté, Vincent, d'apparaître sur un podcast qui n'existe même pas encore à l'heure qu'on se parle. Ça fait plaisir. Mais on avait besoin d'aller chercher ton opinion puis ton regard sur la démiurgie parce que dès qu'on fait un peu des recherches sur le world building au Québec, en français, on trouve ton nom. Donc, moi, je me suis dit que qui de mieux pour nous orienter sur ce début de parcours de balado que la personne qui ressort selon l'algorithme de Google. Mais est-ce que tu peux nous parler de comment, toi, ton expertise, elle recoupe la démiurgie? Oui, ben en fait, c'est mes études doctorales qui m'ont poussé vers ça. J'ai étudié en design d'abord, donc du design graphique, le côté plus 2D. Je suis allé vers le design d'interaction. Donc, c'est ça le UX, UI. UX, expérience utilisateur, c'est plus les mesures, on fait des entretiens, c'est dans le temps, on peut faire un parcours, on peut lier ça au design de jeu si vous voulez, mais sinon, c'est vraiment la conception de produits numériques essentiellement. On peut aller jusqu'aux human factors, donc ça, c'est vraiment plus de l'ingénierie, ça devient très sérieux. Mes collègues vont être ça sur des ingénieurs, des informaticiens. Et le UI, on parle d'interface, donc on associe souvent ça au visuel, aux métaphores fonctionnelles, comme le bureau de votre ordinateur ou les différentes interfaces qu'il y a sur les téléphones ou peu importe. Et c'est une spécialité en soi parce qu'il y a des bibliothèques, plein d'éléments. Donc, ça peut devenir très compliqué aussi. Alors, moi, je suis plus dans le UX que le UI et tout ça, ça fait partie de la discipline du design d'interaction, si je résume très brièvement. Et mes études étaient de ce côté-là, mais j'ai toujours aimé les lettres, en fait. Donc, j'ai étudié en création littéraire. Donc, après un bac, j'ai fait un certificat pour le peu plaisir avant de me lancer au SECSUP. C'était comme mon petit repos, là. Donc, j'ai étudié des formes de fiction courtes et longues, donc la nouvelle, le roman, puis les scénarios. Alors, c'est là que ma passion des jeux vidéo à titre individuel, ça dit, je pourrais mélanger ça ensemble. Puis il y a des professeurs qui m'ont vu, puis ils m'ont dit, tu pourrais faire un doc là-dedans. Et je me suis lancé là-dedans, et j'ai une thèse à compléter pour être un PhD, par exemple, un vrai docteur, mais ça m'a suivi pendant des années. Donc, c'est ça qui a réuni le design, les lettres du côté du design narratif, en fait. C'est c'est ça sur dont je travaille essentiellement. Parce qu'effectivement, en langue française, il y a beaucoup de travail à faire. C'est plus en anglais. Et c'est connoté aussi. Quand on parle de narrative design, c'est un job ou un domaine très spécifique dans l'industrie du jeu vidéo. Et j'entends plus l'étendre, en fait. Là, parce qu'on peut en faire pour le jeu de rôle, par exemple, ou juste une part du world building s'applique évidemment à la littérature. C'est le sujet d'aujourd'hui, je présume. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est une pratique créative qui peut s'appliquer à plusieurs arts. Mais ce que j'entends, c'est que toi, ton expertise est beaucoup avec le jeu vidéo, puis c'est avec ça. Est-ce que ton doctorat, par exemple, il est spécialisé dans le jeu vidéo? C'est un peu plus large. On mélange la narratologie avec le design comme tel, mais j'ai étudié les jeux vidéo comme exemples principaux, avec aussi les jeux de rôle, parce que je fais comme la transition entre les différents médias. C'est une approche transmédiatique qu'on appelle. Alors, un peu comme une franchise dont la fiction se dissémine un peu partout, mais mon analyse de la pratique couvre tout ça aussi. Une franchise transmédiatique, ça consiste en quoi exactement? C'est quelque chose comme une franchise qui est tellement grosse qui recoupe
puis qui apparaît dans plein de médias différents? Exactement, c'est ça. C'est un peu comme une constellation de médias. Un classique, ça a été une Matrix au début, on l'a souvent pris en exemple. On fait un film, éventuellement, quand on fait le deuxième et le troisième, on fait un jeu vidéo. Il y a un paquet d'animés, d'animations, pas nécessairement japonaises, là, qui font une collection de différentes histoires, puis ça s'entrecoupe. Le jeu vidéo donne une clé de lecture sur le film. Une fois qu'on a vu tout ça, le film a l'air un peu plus profond. Sinon, les jeux vidéo, normalement, ils vont dans ce sens aussi parce qu'il y en a plusieurs. On les tisse ensemble, on fait des produits dérivés, des bandes dessinées. Assassin's Creed a été très fort de ce côté-là dans les débuts. Là. Ça a viré de plus en plus vers des jeux qui ont des esthétiques de multijoueurs un peu. Là. Mais au début, c'était vraiment plus serré. Là. Disons, tous les jeux avec Desmond Miles, le protagoniste des premiers jeux, là, on sentait que c'était plus serré. Donc, l'utilisateur, qui est à la fois un spectateur, un lecteur, peut consommer la fiction, le monde fictionnel sur différents médias. Donc, films, télé, jeux, les différentes formes écrites, il peut en avoir plusieurs. Éventuellement, on fait des jouets. Hein. Quand on parle de Star Wars, là, c'est ça qui enrichit M. Lucas. Ça en fait partie. La musique, même, ça peut rentrer là-dedans. Et sur le web. Est-ce que le succès au niveau transmédiatique se mesure aussi dans mettons, dans le fait qu'on vient enrichir un petit peu cette franchise-là d'une façon différente de média en média, plutôt que de juste faire un copier-coller de ce qu'il y avait dans le film mais en version jeu? Idéalement, on voudrait faire ça. On va toujours aller plus loin, développer des nouvelles parties de la fiction, par exemple. Souvent, on va peut-être vouloir juste répéter puis pour en vendre plus. Mais idéalement, oui. C'est ça la beauté de la transmédialité, c'est que chaque média va avoir ses qualités esthétiques, va pouvoir transmettre la fiction à sa propre façon. Et ça permet beaucoup d'enrichir justement le monde fictionnel et les différentes histoires, parce que différents médias les portent de façon justement différente. Ils ont leur force et leur faiblesse. Dans du texte, on peut aller à fond dans la psychologie, on peut être super raffiné dans un roman, par exemple. Mais quand ça va être un film, tout est audiovisuel, le jeu vidéo va vers ça, mais il y a l'interactivité qui mène un peu plus loin. Est-ce qu'on peut dire la même chose quand vient le temps de parler purement de la pratique démiurgique qui transparaît d'une façon différente de média en média? Donc, d'aller vers le roman, on parle, par exemple, tu dis, en littérature, on va aller plonger dans la psychologie du personnage. C'est génial de faire ça d'un point de vue de la prose, de narrativité, etc. C'est quoi l'avantage du roman pour pousser la vision qu'on a du monde qui est construit par l'auteur versus l'avantage du jeu vidéo pour pousser la vision qui est construite par l'auteur, la vision du monde spécifiquement? Là, on pourrait tomber dans une analyse qui est plus la sémiotique, en fait, donc l'analyse du sens. Chaque média transmet par différents canaux de l'information. Alors, vu que le roman est textuel, il est très long, on a tout le temps qu'on veut aussi pour le lire et l'analyser, pour le concevoir. Ça peut être très, très riche, mais il y a la force de frappe du théâtre ou du cinéma avec le côté visuel a ses forces aussi, mais il ne va pas le transmettre de la même façon. Donc, ça dépend sur quoi on veut capitaliser. Transmédialiser va toutes les unir, mais sur le plan de la pratique du monde, donc démiurgie, mais si on parle de world building, qui est pas mal le synonyme que j'ai dans la création de monde, idéalement, on fait une espèce de travail de préconception avant de se lancer dans sa rédaction, sa fiction. Peu importe le roman, si on fait un roman, si on fait une série télévisée, plus que c'est riche, plus que le travail doit être fait, mais ce travail de scénariser, une part de la scénarisation est un peu comme le terreau sur lequel notre œuvre va être poussée pour être plus riche, en fait. Donc, je pense pas que le roman, nécessairement, va influencer la façon de le faire, ce monde-là. Ça ne devrait pas nécessairement biaiser notre façon de travailler, parce qu'il va y avoir une base, peut-être certains ingrédients qu'on doit tout le temps avoir, comme la dramaturgie. Il doit y avoir des personnages, il doit y avoir des composantes de votre univers, on doit penser à comment ça évolue au fil du temps, ce genre de choses-là, les événements. Normalement, si on veut que ça soit excitant, il va y avoir des défis, des obstacles. Le passage du temps, comment ça va changer, comment que le temps va être géré dans cette structure-là. Donc, on doit y penser pour faire un roman ou pour faire un film. Donc, c'est certain que si notre monde est pour un roman, il peut être très, très, très riche si on l'étend sur une série qui a des milliers et milliers de pages. Pour les fans de Game of Thrones, si je vous souhaite d'avoir une fin un jour. Mais une télésérie, ouais, c'est ça, une télésérie très riche. On va jamais voir Winds of Winter, c'est fini. Non. Mais une série télévisée très riche va avoir des fois ce travail-là qui est fait derrière. Puis des fois, on ne le voit pas. Puis c'est ça qui est un peu triste. Il y a quelque chose d'un peu, ingrat derrière la scénarisation, parce que c'est un outil, la scénarisation, c'est pour communiquer aux autres. C'est un texte qui sert à en faire un autre. C'est un guide. Ça se fait à plusieurs. On peut l'écrire seul, mais c'est pour
d'autres personnes. Normalement, on travaille pour faire un film, on va être une sacrée équipe. Pour un jeu vidéo, c'est la même chose. Puis si on sait des notes pour faire notre partie de jeu vidéo, de jeu de rôle, pardon, ben, on va les partager. Et toutes les informations qu'on va avoir fait vont pas nécessairement être partagées, là. C'est comme une grosse bible qu'on met de côté. Il y a une analogie à faire avec le maître de jeu dans les jeux de rôle qui va surpréparer son monde, mais qui n'aura jamais la chance de montrer ce qu'il a préparé à ses joueurs, là. Tout à fait, tout à fait. Puis il y a plein de beaux produits dérivés qui vont être créés avec ça. Et j'encourage les gens qui aiment certaines franchises ou certains jeux de consommer les artbooks, par exemple, les œuvres ou les sketchs qui ont été faits par tous les artistes derrière ces franchises-là, dont les œuvres finissent pas nécessairement dans le jeu final ou dans le film. C'est des artistes graphiques, illustrateurs de talent. On n'a pas accès au texte à ces choses-là, malheureusement. C'est difficile à trouver, même pour l'enseigner, avoir des exemples de ça, c'est pas facile. Trouver des scénarios, ça se fait, mais trouver le travail qui a été fait par ceux qui ont créé le texte, là, c'est du travail invisible dont il y a peu de manifestations partagées en public. C'est un peu traité comme un brouillon. Oui, c'est différentes couches, différentes parties de brouillon qui mènent... oui, on peut voir ça comme ça. C'est sûr que ce serait super formateur de pouvoir avoir accès aux traces de grandes œuvres, là, pour même brouillon, sketch. Oui, juste d'un point de vue de fan ou d'un point de vue de world builder amateur. Hein? Tu vas voir c'est quoi le travail des autres, puis aller fouiller un peu dans le processus. Il y a aussi certaines, je peux penser, je vais pas nommer d'œuvres en particulier, mais il y a des œuvres des fois que je vois, puis je vois qu'ils ont fait un travail de surface, parce que ça laisse présager, comme s'il y avait quelqu'un qui avait fait du world building derrière, mais ça paraît que c'est un village Potemkin, là, c'est du clinquant, c'est juste pour faire beau, puis rapidement tu te rends compte que c'est des décors qui peuvent tomber facilement. Est-ce que des fois, il y a des solutions comme ça qui sont acceptables? Dans un jeu vidéo, par exemple, je pense, tu vois, t'arrives à un temple, puis sur le bord du temple, il y a des gravures dans un langage mystérieux, puis il n'y a personne qui a fait du conlanging derrière ça, là. C'est juste des dessins qu'un designer de niveau a fait, tu sais. C'est quoi ton opinion là-dessus? C'est certain qu'on peut meubler l'espace, surtout qu'un jeu, c'est tellement énorme qu'éventuellement, on met du stock, puis il y a des banques de ça. Surtout si c'est un jeu indie, ça s'achète. On peut voir même des éléments d'un jeu à l'autre. On sait qu'ils ont été pris sur tel market, de telle application que je nommerai pas. Puis des fois, il y a des problèmes de droits d'auteur, des gens qui se font voler leurs assets, des ressources numériques. Mais sur le plan de la fiction, oui, il y a du travail à faire de ce côté-là. C'est bien qu'on laisse ces indices-là. On appelle ça de la narration environnementale, en fait, et ça peut créer du mystère. Et juste avec une photo, on peut suggérer que l'environnement porte quelque chose de dramatique. Si je vous mets une photo d'un stationnement très sombre, il n'y a pas de voiture, l'éclairage est tamisé, mystérieux, puis il y a des traces au sol de liquide foncé, c'est de l'huile, c'est du sang, c'est quoi ça? Puis là, je mets une paire de lunettes brisées là-dessus, là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça suggère plein de choses. Donc, si je rentre dans une pièce, dans un jeu qui a ça, ou la même inscription sur le mur, mais il y a des graphiques dessus, ou il y a une autre couche de texte par-dessus l'autre texte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ou l'anglais est compréhensible par le personnage, par le joueur, puis ça donne des indications. Alors là, on va peut-être se mettre à se casser la tête. Et les maths de jeu de rôle type interactif sont d'habitude assez forts là-dessus. Ils laissent des petits indices, comme des petites miettes de pain. Ouais, c'est ça. Puis peut-être que les joueurs les saisissent, peut-être qu'ils les saisissent pas, mais quand on s'accroche dessus, ben là, des fois, ils nous gardent puis ils construisent là-dessus. Le personnage non-joueur qu'on pensait juste utilitaire, là, c'est un barman, c'est tout, il fait son travail, mais finalement, il y a une belle anecdote, puis il devient le barde du groupe par hasard, parce qu'il s'est mis à faire son travail, ou la voix que le maître a pris à ce moment-là, ça l'a accroché. Donc, des petits éléments de l'environnement peuvent aussi accrocher, et si on travaille dessus, ben, ça peut être tout à fait... ça peut nous inspirer, en fait, inspirer ceux qui consomment ces œuvres-là. Ça vaut la peine de raffiner ça, mais ça prend du temps, de la recherche, puis il faut mettre l'effort. Et des fois, les créateurs ou les développeurs de jeux ou dans les films, les décors n'ont pas le temps, là. Donc, ça peut avoir l'air superficiel, évidemment. C'est comme un art de choisir les zones non définies. Tout à fait. Puis de choisir les zones qu'on va aller pousser, qu'on va aller définir, puis qui vont avoir une incidence. Oui, vraiment. Parce qu'on peut pas tout faire. Et dans la scénarisation interactive, c'est encore plus flagrant, parce que les structures les plus simples, ben, on suit un chemin, puis voilà, on est coincé. Mais on peut mettre quelques choix, puis là, ça fait des branches et des branches et des branches. Donc, on peut jamais faire ça, parce que on s'étend, il y a trop de ressources, il faut tout coder, il faut tout écrire, on peut pas faire ça.
Mais si on va à l'essentiel, on revient, on choisit quelle branche est importante, on fait toujours deux choix, on revient à deux. Bon, on a l'impression que les choses sont infinies, mais dans les faits, on en a juste eu deux. Un exemple de base que j'emploie tout le temps, c'est Half-Life, le second classique. Il y a toujours d'habitude deux chemins importants qu'on peut prendre, mais tu vas jamais en avoir trois d'habitude. Ils ont tous mis leur énergie à deux pistes importantes. Donc, ça fait un peu comme un collier de perles. Il y a plusieurs cordes qui tiennent les perles pour pas que le collier casse. Alors, souvent, les cordes qui tiennent les perles, il y en a au moins deux. Puis ça fait une structure super forte, simple et qui n'a pas coûté trop cher. Est-ce que c'est possible de mener un monde fictif à terme, de le construire au complet? Oh, ouais, c'est une question philosophique, ça. Est-ce que le temps est infini? Est-ce que la création a une fin? Parce que si une œuvre, c'est qui? C'est Valérie qui disait ça, qu'on l'a jamais terminé, on l'abandonne. Parce qu'éventuellement, ton monde est mature ou ton œuvre, ben là, il faut mettre le point parce que tu l'auras jamais terminé. Là. C'est comme une thèse, ça. La seule bonne thèse, c'est celle que tu as remise. Il faudrait que j'écoute mon propre truc. Mais ouais, donc je crois pas qu'on peut se développer... ben, on peut à excès, peut-être. Des fois, on peut brûler quelque chose, puis il aurait peut-être fallu l'abandonner. Mais je crois que l'humain peut créer à l'infini. Ouais, mais là, juste en faire un, puis de jamais arrêter, puis d'aller dans le détail. Ouais, mais pourquoi est-ce que ce peuple-là est devenu ça? Ben parce que, tu sais, il y a eu un édit du roi. Ouais, mais le roi, son frère, lui, ça peut ne jamais terminer, puis là, tu tombes dans des milliers d'années d'histoire. Laisse-moi reformuler ma question. Est-ce que c'est possible de mener un monde fictif à terme, dans le sens de arriver au point où il est suffisant pour l'œuvre qu'on veut faire, pour ce qu'on veut raconter, tu sais. Puis si oui, puis j'imagine que c'est possible, mais comment on le sait? Ah ben le comment, ça c'est une bonne question. Parce que satisfaire, c'est vraiment un terme qui me rejoint comme designer. Là. Il y a un pas beau mot qui est employé par Norman, qui s'appelle, il est un des fondateurs de cybernétique, en fait. Et lui, il a forgé un mot, c'est satisfice. Donc, c'est satisfaire et suffice, c'est suffire. C'est pas très joli. Mais quand tu atteins l'équilibre entre je satisfais tous les besoins et ça suffit à faire la job, donc on arrête de dépenser du temps, de l'argent, des efforts, ben c'est sa façon de voir que le design marche, puis j'ai fait mon travail, en gros. Alors, il faut savoir s'arrêter à un moment donné, puis normalement, tu as des ressources finies. Si tu fais un projet, avec une vision comme passionné, comme tu le dis, éventuellement, on n'aura plus de ressources, ça va coûter cher, le projet va peut-être planter, rentrer dans le mur. C'est sûr que c'est notre passion personnelle, puis on fait notre monde, on fait notre roman, nos choses. Ça va, c'est notre hobby. Mais pour un produit qu'on veut vendre, il faut savoir arrêter. Et ça, c'est pas facile. Normalement, on va mettre des temps, des time frames. Faut atteindre tel objectif, tel objectif, tel objectif, comme des livrables informatiques ou dans bien des domaines. Là. Mais il faut faire la même chose en termes d'éléments fictionnels. OK, il faut que je construise ça. Il va y avoir tant de choses dedans, tout ça. OK, j'ai atteint une certaine densité. Bon, on passe au suivant. Comme faire une peinture, en fait. Donc, j'ai tout rempli, j'ai tout coché les cases, justement. Et justement, ça va être dans des tableaux aussi quand on construit ces éléments-là de façon sérieuse ou pour un jeu. On suit les colonnes. OK, ça, c'est fait. La qualité est atteinte, je peux continuer. Ouais, donc il faut savoir quand s'arrêter, puis il faut définir aussi qu'est-ce qu'on veut atteindre. Il faut définir l'objectif, le but de la maturité qu'on désire. C'est ça. Ouais, c'est aussi le pouvoir du deadline, de l'échéancier, puis de dire, écoute, ce soir, c'est la dernière journée où je peux travailler dessus. Fait là, tout à coup, les priorités deviennent beaucoup plus faciles à voir. Les choses se floutent à l'arrière, puis tu vois juste les 2-3 éléments que tu voudrais jamais que le public voit dans leur version actuelle. Puis là, on planche la nuit là-dessus. Chose qui arrive pas si t'as pas de deadline. Fait il y a peut-être ça aussi. Hein. Du point de vue d'un rôliste, les maîtres de jeu vont au départ jeunes vont vouloir comme tout développer puis jamais arrêter, mais à un moment donné avec le train de la vie, le temps limité qu'on a, on essaie de préparer ce qui est en contact avec les joueurs. Oui, puis il ne faut pas oublier que les jeux de rôle, ça se passe dans l'esprit, donc les gens ont déjà de quoi en tête, c'est pas le monde nécessairement que nous, on a fait, tous les détails qu'on a écrits, ils l'ont pas lu, ça. Ils vont le meubler par défaut, et c'est toujours ça, c'est des études, pas en narratologie, c'est la réception de la lecture, en fait. Donc, c'est du côté psychologique. Donc, le lecteur va toujours combler le texte devant lui avec sa propre culture. Les non-dits, il va projeter des choses dedans, puis un bon auteur va jouer avec ça, va utiliser ces espaces vides-là. C'est comme les silences en musique, c'est de la respiration, c'est nécessaire.
Là, mettons, moi, je veux faire une histoire, ça se passe sur... c'est science-fiction, ça se passe sur une planète mystérieuse, puis bon, il y a des... il y a des... Écoute, imaginons des bateaux pirates dans le ciel, un classique, hein? Un peu steampunk, bon, pourquoi pas. C'est pas... La gravité permet pas ça. Il n'y a pas de gaz assez, assez lourd pour permettre... Bon, c'est quoi la place de la méthode scientifique dans de la démiurgie? Est-ce qu'on peut mettre la physique de côté, s'en foutre, puis créer une histoire qui est esthétiquement valide? Ou quand on fait du world building, ben, il faut le faire. Tu sais, dans le fond, ma question serait vraisemblance ou rule of cool? Mhm. C'est une bonne question. En fait, ça dépend de l'esthétique qu'on veut faire dans notre univers. Puis dans le world building comme tel ou dans le design narratif, ben c'est un élément qu'on peut tenir en compte, en fait. La métaphysique, souvent, on y pense juste pas. On va penser aux espaces. Mettons, c'est qu'est-ce qui est formel ou expérientiel, des mécaniques de jeu, qu'est-ce qui est contextuel, là, les liens avec les autres fictions, genre de choses-là. On va avoir le temps en tête, le développement des choses, les existants qui le composent, mais la métaphysique, ça on le laisse de côté, puis c'est super important. Faut que tu formalises cette métaphysique-là. Mettons, dans notre monde, ben ça va être la philosophie, la religion, c'est concret, c'est réel, ça existe. Donc, il faut y penser. Et après ça, on peut aller dans la métaphysique qui est plus liée à l'expérience dans notre monde. Donc, dans notre monde, ben, c'est des aspects, disons, ancrés dans la physique, le lien avec ce qu'on connaît pas. Dans un univers fictionnel, les liens peuvent être différents. Puis après ça, il faut aussi un peu la contextualiser, celle-là. Alors, si on parle de magie, par exemple, ben, elle est différente de notre monde. Ben, dans votre univers, ben, elle est comme ça. Alors, il faut en tenir compte, il faut la décrire. Puis oui, ça peut faire partie du narrative pas du narrative design, mais du world building comme tel. Parce que si le monde est construit comme ça, il y a bien des règles comme ça, ben, c'est pas notre science, pas notre univers, mais c'est un autre univers. C'est pour ça qu'on parle de démiurgie. C'est comme si on était un dieu hors de notre univers qui en fait un autre. L'important là-dedans, c'est juste la cohérence. Si vous faites quelque chose, il faut que ça fonctionne et que ça reste par la suite. C'est quand ça devient incohérent que les gens vont décrocher. Donc, s'il y a de la magie, il y a de la magie, mais il faut qu'elle soit tout le temps là. Harry Potter, il y a de la magie, mais il y a des gens qui en font pas. Alors, si les mages font de la magie, mais les moldus, ils se mettent à faire des tours avec des baguettes, oups, là, ton monde n'a plus aucun sens. Alors, de ce côté-là, c'est pas trop problématique, mais il faut savoir où est-ce qu'on se place sur le spectre science, réalisme ou fantasy à fond, épique, All the Work Was the Sky. Mais selon où est-ce qu'on a mis notre curseur, ben, il faut rester là puis que ça soit cohérent. Et il y a plein de mondes super bien faits de ce côté-là. Mais pour la science-fiction, je suis d'accord que normalement, on va plus se mettre du côté scientifique. Il y en a qui est vraiment hard, très sérieux et tout et tout. On peut aller vers la science-fiction qui est super lointaine, puis éventuellement, la magie se distingue plus de la science, en fait. Clarke... Ouais, Arthur C. Clarke, la fameuse réplique, là, c'est quoi déjà? Est-ce que tu la connais par cœur? En fait, à un certain niveau, on distingue plus à un certain niveau de science, on la distingue plus de la magie. C'est quelque chose comme ça. En anglais, c'est super efficace. Ouais, et c'est tout à fait vrai. Puis il y a beaucoup d'auteurs qui ont joué là-dessus. C'est dans un univers, c'est-tu de la magie, ça? Non, c'est de la science-fiction, puis on est dans un post-apocalyptique, puis on ne sait pas. C'est des nanobots ou des... Quelque chose comme ça, ouais. Dans les jeux de rôle contemporains, c'est très à la mode. Ben, il y a des auteurs un peu comme ceux qui ont travaillé dans des mondes comme Conan. Des fois, c'était sous-entendu. Il y a un auteur, comment il s'appelle celui-là? Il est, je pense que c'est Larry Niven. C'est les arbres intégraux, Integral Trees. C'est un monde, tout le monde flotte dans l'espace un peu, donc c'est apesanteur, il y a une faune associée, tout est basé sur des végétaux, et ils sont autour d'une étoile à neutrons, en fait. Alors, c'est qu'il y a un tore gazeux autour de l'étoile, les gens flottent là-dedans, donc il a basé un peu ça sur la science, ça pourrait exister, il faudrait qu'on soit hyper chanceux, mais c'est basé sur des trucs qui ont du sens, les trucs se tiennent où est-ce qu'il y a des points de Lagrange et tout. Alors lui, avec 2-3 éléments, il a fait un monde qui se tient cohérent, mais complètement fou, mais quelqu'un qui veut faire de quoi de très exact, ben, il peut faire ça. Il se base sur la science, sur tel élément, il reste là-dessus, puis il faut faire une idée complètement folle avec ça. Ouais, tu pars d'un élément qui est intriguant, puis qui est basé, qui est enraciné dans la science. C'est drôle parce que là, il faut que je t'interrompe, mais Julien, juste te dire, j'ai oublié de te le mentionner quand on a parlé de xénobiologie. J'avais trouvé des sources qui parlaient de Larry Niven, puis du fait que c'est théoriquement possible une atmosphère qui se forme autour d'une étoile à neutrons. Fait que là, c'est drôle parce que j'ai jamais lu ces trucs-là, mais là, ça m'intrigue au bout. Le principe, ceux qui ont joué à la franchise de
Microsoft Halo. avec le Spartan. Halo, exactement. Ils ont oui, ben oui. complètement pompé l'event du début à la fin. Ouais. C'est la grosse structure, là, c'est ça. Une ancienne civilisation, et voilà. Puis les humains tombent là-dessus, et voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, on peut enraciner un concept dans la science, puis après ça, le twister. Tu sais. Oui, puis il faut juste pas s'auto-faire de pièges, se faire des jambettes puis se planter dans notre propre monde. Mettez pas de chiffres. Ça, c'est un truc. Isaac Asimov, il a écrit des centaines de trucs, on ne le sait pas, mais il a fait beaucoup de fiction. On sait qu'il a été prolifique, mais c'est un professeur au collège. Il a fait beaucoup de guides pédagogiques. Donc, il connaissait ces choses, mais il a toujours tenu au fait de mettre pas trop de détails. Il dit pas que c'est en 38 ans. On n'est pas en 2064, parce qu'en 2064, ben, c'est bientôt, là, puis on sera pas très très loin dans le système solaire. Ah oui, puis combien de fois on a vu une année d'une histoire futuriste passer derrière nous? Moi, en 2015, je m'attendais à ce qu'on ait des hoverboards. C'est ça. On n'en avait pas. J'étais bien déçu. Ouais, Skynet s'est réveillé il y a pas longtemps, là. Faites attention, les gars. Oui, exactement. Ouais. Puis c'est sans parler de Shadowrun puis de l'émergence de tous les trolls qui est arrivé dans les années début 2000, si je me rappelle bien. Même au début, c'est 99, quelque chose comme ça, là. Ouais, non. J'attends encore la magie, là. Moi, j'ai bien hâte qu'elle revienne, là. Ça aussi, c'est pompé à Neven, probablement. C'est pour ça que Warhammer a pas pris de chance, puis ils ont juste décidé que ça se passait en l'an 40 000. Fait qu'ils se sont dit, bon, ben là. Ben, c'est quand même prendre des chances. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, ben non, c'est pas arrivé, 140 000. Il est où, mon empereur? Ouais, puis en astrophysique, c'est super important aussi, c'est très complexe comme sujet. Alors, quand on parle d'années-lumière, de tel système solaire et tout, puis ça, faut faire attention. Pas trop employer d'unité, nommez pas les astres nécessairement, parler d'une région. Pour être flou, mais précis en même temps. C'est pas facile. Faites attention. En fantasy, ça, on peut se gâter, là. Puis à la limite, ça, c'est encore plus beau. Vous prenez un vocabulaire, vous savez que c'est de la science, mais vous le mettez comme si c'était de la fantasy. Parce que c'était ça à l'époque aussi. L'alchimie, c'est quoi, là? On distinguait pas... en fait, c'était avant la science. C'est ça, tu utilises une couche cosmétique fantasy par-dessus quelque chose qui est quand même bien construit. Tu as peut-être fait des maths de ton bord qui sont corrects, qui amènent quelque chose de plausible, mais t'es pas en train de les exposer. Donc, il n'y a personne qui peut pointer du doigt quoi que ce soit, puis même qu'il y a peut-être un aspect où ce que tu ne dis jamais que tout ça est logique et même scientifique. Fait que ça reste l'espace. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de l'espace que le lecteur vient combler avec les silences, les trous. Bien ça peut vraiment en être. On peut créer ces trous-là dans notre world building, puis dans la livraison du world building. Oui, tout à fait. Tous les mages de votre univers sont juste c'est des chimistes, en fait, puis ils font exploser du soufre, ni vu ni connu. De toute façon, moi, j'aime pas mal mieux, en tant que consommateur, voir un lever de 2 soleils sur Tatooine que de lire comment exactement ces 2 étoiles-là interagissent, puis tu sais, comme l'aspect scientifique. Je préfère le vivre à travers les sens d'un personnage vivant dans ce monde-là. Ouais, puis si ça peut te conforter, on a découvert assez récemment qu'il y avait une exoplanète comme Tatooine. Je pense qu'ils l'ont nommé comme ça, elle a 2 soleils, ça ressemblerait à ça. Mais ça serait à peu près invivable parce qu'évidemment, il y a 2 soleils qui te blastent. Puis la distance est louche, mais ça se pourrait 2 soleils autour d'une planète. Tout à fait. Avec la bonne crème solaire, on peut vivre sur Tatooine. Ça me rappelle une fausse pub dans l'excellent film Robocop. Donc, je vous conseille de trouver vos classiques. Ah, ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour mettre en valeur ton world building, le fait de mettre des publicités dans ton film. Là. Oui, mais Starship Trooper, qui est un autre classique de la science-fiction, qui a été un peu mal compris, mais toutes les publicités, le côté fasciste derrière ça, qui est tellement mis à l'excès dans le film du même réalisateur, d'ailleurs, que Robocop. C'est vraiment une pastiche de l'auteur original, parce que lui, il était vraiment très, très... je veux pas dire républicain, là, mais il était très patriote, et il est mort, la guerre... il était pas dans la satire. Disons que une gang d'insectes contrôlés par un être central, c'est le communisme. Ouais. Ça fait que c'est vraiment gros, mais le film le reprend à sa sauce. Mais l'idée vous parlez de publicité, puis oui, c'est vrai, mais en fait, tout l'art qui existe dans le monde construit, tu sais, l'art que les gens font dans cet univers-là va beaucoup parler sur le monde construit. La pub est un exemple vraiment hot parce que en plus d'être de l'art, c'est un produit de consommation. Moi, quand vous avez dit ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu Robocop, mais j'ai pensé à Idiocracy. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ouais.
un film de Mac Judge qui se passe un peu dans l'avenir où tout le monde est rendu idiot. Puis il y a des pubs là-dedans où on voit transparaître. Puis toute la structure sociale nous envoie dans un autre monde, même si en réalité, la plupart du world building est assez terre-à-terre, assez simple. On est automatiquement dans un autre monde à cause des interactions entre les gens, à cause de l'art que les gens consomment. Ça nous en dit vraiment long. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment pris le temps d'y penser, mais l'art qui est produit par les peuples concernés nous dit beaucoup sur ce qu'ils vivent. Dans Idiocratie, il y a un film que c'est juste un cul qui est filmé pendant genre 1h30, puis les gens se garochent au cinéma pour aller voir ce film-là. Là. Ouais, je pense que c'est celui qui a gagné le plus d'Oscars. Oui. Après ça, ils ont arrêté de faire du cinéma, je pense. C'était comme l'art ultime. Ouais, c'est la critique de la société de consommation à l'excès. Écoute, moi, je suis vraiment content de t'avoir rencontré, Vincent. Julien, est-ce que tu avais d'autres questions? Non. On va juste parler de Ravenloft la prochaine fois. On parle juste de Ravenloft. Ou de Robocop. On l'a fait pendant 3 heures quand même à l'UQAM une fois. C'était pas mal drôle. Hey, c'était une bonne entrevue, ça, Julien? Ouais, on est vraiment chanceux d'avoir cette personne en entrevue. Ouais, vraiment. Ouais, moi, j'ai trippé. J'ai tellement appris. Puis en même temps, j'ai vécu des émotions fortes. Moi, mon bout préféré, c'était le milieu. Oui, le milieu, il y avait comme il y avait quelque chose de spécial qu'il n'y avait pas, mettons, dans le début ou la fin. Malgré que le début et la fin avaient aussi quelque chose de spécial qu'il n'y avait pas dans le milieu. Mm-hmm. Hey, la semaine dernière, je me suis mis dans une position de vulnérabilité extrême. Raconte-moi ça. Ah, en passant, il y a des petits bruits de glace, là. Je suis désolé, mais c'est parce que Julien puis moi, on a un drink. Oui, à la tienne. T'aimes-tu ça, le Pisco Sour? C'est excellent. Ouais, c'est pas trop rough? Non, j'aime ça, ça a un petit côté épicé. À un moment donné, il faudrait faire de la mixologie démiurgique. Oui, de la mixofiction. Oui, de la mixofiction. J'aime ça. OK. Ouais. Mais c'est quoi ta situation de vulnérabilité? Ben, je t'ai lu le premier texte de mon univers, titre de travail Valterreur. Et aujourd'hui, c'est à ton tour. Oui, ben je vais même pas lire un texte plus, parce que ce que je présente aujourd'hui, c'est non textuel. On s'est dit que ce serait le fun de lire des beaux textes avec de la musique d'ambiance, mais que des fois, on s'enlèverait du fun en regardant des choses dans un podcast. Mm-hmm. Tu sais, le concept d'être dans un balado audio, puis de regarder une image, puis d'en parler. Là, tu vas nous faire une description de on est wise, hein? Nous, hein? Oui, je vais faire une description, puis aussi dans la version YouTube, ça va apparaître à l'écran. Pour les gens qui nous écoutent purement par une version audio, peu importe la plateforme, ça va être dans le descriptif, il va y avoir un lien vers une image laissée comme ça sur Internet. OK. Nous, on pourra la partager aussi sur Discord. Ouais. Ben oui. Puis, fait que dans le fond, ce qu'on va regarder, c'est carrément une feuille 8,5 par 11 avec de l'information dessus. Est-ce que je fais un descriptif? Puis après ça, tu vas me poser des questions, puis on embarque dedans? Ouais, mais il y a des choses décrites. En tout cas, je vais te laisser décrire l'objet en tant que tel. Oui. Qui est diégétique aussi. Est-ce que c'est diégétique? Je ne sais pas. Je l'ai pas fait avec cette intention-là. Si ça l'est, ça serait fait par des gens qui s'intéressent à la philologie, à l'histoire des langues, puis à l'étude des glyphes, puis leur évolution. Okay. Mais dans le fond, j'ai quand même, en tout cas pour le décrire pour les gens qui sont à la maison, là, j'ai quand même l'impression d'avoir un artefact sous les yeux. Ben oui, c'est quand même un objet d'art. Un grand objet d'art. Ouais. Merci. Fait que pour moi, c'est pas diégétique parce que il y a plein de mots écrits avec notre alphabet à nous. Donc, tout ce que je fais qui est vraiment diégétique, j'essaie qu'il soit dans la langue du monde que j'invente. OK, fait qu'on va rentrer dedans. Oui. Ce qu'on voit ici, c'est évolution de l'alpha-syllabaire Iwanzek. Pour les gens qui sont pas des fans de calligraphie, ben tant pis pour vous, j'essaie de me forcer. Mais ça fait que le I, ça a l'air d'un S un peu, mais c'est ça le copperplate quand tu essaies de le faire. Fait que moi je suis pas un grand calligraphe, mais je me suis essayé à ce que ça soit joli. Fait que c'est quoi un alpha-syllabaire pis c'est quoi Iwanzek? C'est pas le moment pour le dire. Tu me poserais cette question-là plus tard. Je vais juste passer au travers de l'image. Vas-y. Fait qu'on a ça en titre en haut. Ensuite,
on va avoir 7 images avec des choses décrites par-dessus. Fait que la première image, qui a de l'air d'une tête d'éléphant, dans un style un peu blocky, un peu carré, il est écrit par-dessus, puis là, je vais essayer de lire avec ma meilleure prononciation possible. C'est écrit « ing », avec un « i » long, en fait, « ing », OK? Puis en dessous, il est écrit « visage ». Le deuxième semble être une poterie. Il est écrit « écrou ». Puis il est écrit poterie en dessous. Puis là, pour les gens à la maison, tu l'as écrit avec notre alphabet, puis tu l'as écrit, c'est quoi, sans phonétique? Oui, l'alphabet phonétique international. OK. Puis ma prononciation est très approximative. Je suis pas un grand prononciateur de l'alphabet phonétique international. Pour ça, allez voir les ressources en ligne. OK. Si vous écrivez, par exemple, si vous écrivez afriqué uvulaire, vous allez tomber sur le fameux QC qui entre barre oblique et Q avec un X grec, Ouais. puis une liaison sur le top. Ça, là? Ça ici, là. Okay, ouais. Puis quelqu'un va bien prononcer le R que moi j'ai de la misère à prononcer. Fait que écrou. OK, super. Troisième, c'est un coucher de soleil. C'est un cercle avec une barre en dessous, avec 2 nuages en haut, donc 2 espèces de petites formes. Encore une fois, on est dans un style de dessin un peu cubique. Naïf. Un peu naïf. Ouais. Puis il est écrit « Ouki ». Ensuite, on voit le mot « crépuscule ». Fait que « Ouki », c'est « crépuscule ». On passe au prochain. Ça a de l'air d'un feu de camp. Encore une fois, assez iconographique, représentatif, oui, mais c'est pas un dessin de grand calibre, avec des bouts de bois, puis ce qui semble être des flammes qui montent de là, et il est écrit « tsakr », avec le mot « feu » en dessous. Le prochain, c'est un arbre, il est écrit « epfusbr », et puis ensuite, il est écrit « arbre », et oui, c'est très drôle. Ouais. On y reviendra si tu veux. L'autre, ensuite, on a Réal, et puis il est écrit pont, et on voit ce qui semble être un cours d'eau avec un pont qui passe par-dessus. Et le dernier des 7 dessins, 2 brins d'herbe, au-dessus il est écrit Bra, orge, et ça c'est le descriptif des 7 dessins qu'on voit. À la gauche, il est écrit KXE, bien mystérieux, je te l'expliquerai plus tard si tu as le goût. Et puis là, on a des lignes qui descendent de chacune de ces dessins-là pour aller vers le bas de la page à travers une série de variations sur ce dessin-là qui sont de plus en plus simplifiées. Fait que la tête d'éléphant devient de moins en moins une tête d'éléphant, se transforme en ce qui semble être une espèce de canne qui devient une courbe en général. Puis au bas complètement de la page, il est écrit la lettre I. Et puis ensuite, ben, ces lignes-là qui descendent d'un dessin à l'autre font des ramifications, puis se séparent et créent plus de dessins avec des versions de la ligne qui se détachent puis qui s'en vont plus loin dans la feuille pour créer des variations sur ce dessin-là. Donc, on voit par exemple que le dessin de l'éléphant visage finit par donner le I, le A, mais aussi dans une version un peu plus haut, se détache comme avant même d'arriver à la fin de la feuille pour donner un autre symbole, le yi, qui est une ligne droite. Okay. Et pour chacun de ces symboles-là, pour chacun de ces dessins-là, il y a une descendance qu'on suit jusqu'à des lettres qui sont en bas de la page. Pour le détail de cette descendance-là, on en reparlera si tu veux, mais c'est un peu de ça que ça a l'air, puis plus ça avance, plus qu'il y en a des ramifications, puis des variations dans les lignes qui créent en tout 28 glyphes, 28 caractères en bas de la page, qui sont tous nommés, à partir des 7 en haut de la page. OK. Combien de caractères tu m'as dit qu'il y avait en bas de la page? 28. Est-ce que ces 28 caractères-là ensemble constituent l'entièreté d'une langue ou d'une... Oui, ben c'est un alpha-syllabaire ou un alphabet. C'est difficile de dire parce qu'un alpha-syllabaire, c'est quelque chose de très précis, puis ça ne l'est pas exactement, mais ce système-là, c'est un système d'écriture qui fonctionne comme un alphabet, mais avec le positionnement des lettres
qui est plus propre à l'alpha-syllabaire classique. OK. Fait que, si tu veux, je peux répondre à tes questions, mais... ma question, c'était, dans le fond, c'est quoi un alpha-syllabaire? C'est ça. Ouais. Un alpha-syllabaire, aussi appelé abugida, c'est dans le fond un système d'écriture qui fonctionne par syllabe, mais où les caractères peuvent exister sans être prononcés comme des syllabes indépendamment. Par exemple, OK, les alphabets, c'est chaque caractère correspond à un son. Ouais. Bien sûr, les alphabets se développent puis changent, puis t'arrives avec des mots en français ou en anglais ou dans la plupart des langues où c'est pas vrai que chaque lettre est devenue un son. Il y a des lettres qui sont muettes. On peut penser à beaucoup de mots, beaucoup de phénomènes. Mettons en français, le H est jamais prononcé, c'est juste un H, il traîne. Bon. Mais en général, le concept de l'alphabet, c'est ça. Tandis que le syllabaire, c'est chaque caractère représente une syllabe complète. Dans des langues qui sont à syllabe ouverte, c'est-à-dire il n'y a pas de coda, il n'y a pas de partie qui termine la syllabe. Donc, mettons en français, si je dis le mot « bas », c'est une syllabe ouverte. Tandis que « dextre », c'est une syllabe fermée. Parce qu'elle se termine avec un son qui est Elle se termine avec plein de sons consonantiques. Okay. Elle n'est pas ouverte. Fait qu'elle se chante mal. Si tu veux, là, un rule of thumb, là, c'est bas, tandis que dextre. Ouais. Fait que, une langue très syllabique ouverte, là, à syllabe ouverte, va avoir tendance à créer un syllabaire plutôt qu'un alphabet. C'est le cas du japonais, qui a un système syllabaire. En plus d'avoir les kanji qui viennent du chinois, il y a les... je connais pas le japonais, le hiragana puis katakana. Ouais. Tu le connais finalement. C'était quelque part dans ma tête. Fait que ces systèmes-là sont une syllabe égale un symbole. Il y a un symbole pour ma, un symbole pour mais, un symbole pour mi, un symbole pour mo, un symbole pour mou. Ouais. C'est ça le concept général. Je comprends. Mais en plus, chaque symbole représente aussi une idée. Non, ça c'est le propre des logogrammes, système logographique ou idéographique, comme les hiéroglyphes ou les caractères chinois. Et là, les kanji ont été hérités. C'est un système d'écriture que le japonais a emprunté au chinois, au mandarin, puis à toutes les autres langues qui partagent ce système d'écriture-là. C'est pas restreint au mandarin, les caractères chinois. Mais c'est ça. Fait que les systèmes logographiques, on peut penser aux hiéroglyphes. Ouais. Spoiler alert, c'est ce que tu vois en haut de la page. Exact, ouais. Puis, la tendance naturelle des langues et des systèmes d'écriture à travers la documentation des langues, c'est de commencer avec un système logographique, parce que les gens font juste dessiner leurs idées sur une roche, sur une feuille de palmier, dans un tronc d'arbre, puis à un moment donné, ils se rendent compte que c'est long, c'est compliqué. Fait que la plupart des systèmes logographiques de notre monde ont fini par se développer en un syllabaire, en un alpha-syllabaire, en un abjad, en un alphabet. Fait que toutes ces versions-là sont des dérivations. Fait que je peux en parler vite de ces versions-là. Un syllabaire, j'en ai parlé. Un alpha-syllabaire, donc, c'est quoi? C'est un système qui a un symbole qui représente une syllabe par défaut, mais il y a une façon de représenter des voyelles différentes qui viennent se placer après ta consonne, soit en diacritique, comme un accent aigu, genre, qui vient se placer par-dessus ton E. Et là, ça change le E, puis accent aigu, c'est pas la même chose en français. Mais de la même façon, mettons, en hindi, il fonctionne avec le Devanagari, qui est un alpha-syllabaire. Puis en fait, tous les alphabets brahmiques sont des alpha-syllabaires. Tout ce qui nous vient du sanskrit. Donc, on a écoute, je veux pas m'avancer mais le bengali, le népali, le kannada, le malayalam, je sais pas si le tamil utilise, en tout cas, c'est des alphabets qui sont surtout en Inde, mais aussi dans le sud-est asiatique. Donc, on peut penser au cambodgien, le khmer, l'alphabet khmer utilise un système où c'est ça, tu vas avoir une syllabe par défaut. Et là, si tu veux changer, mettons la syllabe par défaut, c'est « ka », mais tu veux dire, mais dans ce mot-là, ça se dit « qui ». Ça se dit pas « ka », ça se dit « qui ». Fait que tu fais juste rajouter un petit symbole sur le dessus, comme un accent aigu. Puis finalement, ça se prononce « qui » et non « ka ». Donc, un alpha-syllabaire fonctionne comme ça.
Et les abjads, c'est pour les langues surtout camito-sémitiques, arabes, etc., de la péninsule arabique, ou ce que c'est hébraïque aussi, où ce que tu vas avoir un système de consonnes qui porte la sémantique des mots, puis des voyelles qui apparaissent puis qui disparaissent pour catégoriser le mot dans des classes différentes puis la nature du mot. Fait que si c'est un nom, ça prend des E. Si c'est un verbe, ça prend des A. Fait qu'on s'en fout lequel des deux tu mets. Donc, un abjad a pas besoin des voyelles. C'est juste des consonnes que tu écris. Fait que ça, c'est un système aussi à part entière. Puis finalement, l'alphabet, qui est un classique, que nous on sait, c'est une lettre pour un son. Ou une lettre pour un son, puis à un moment donné, ça a tellement dévolué que c'est plus une lettre pour un son, mais c'était ça la base de l'idée. Ce qu'on a ici, donc, c'est une évolution. Dans le temps. Dans le temps, d'un système logographique vers un alphabet. Mais mon alphabet, il fonctionne de façon alphasyllabaire. C'est juste qu'il n'y a pas de syllabe par défaut. Donc, je peux pas vraiment dire que c'est un alphasyllabaire. J'ai écrit ça en haut de la page parce que ça fait cute. Mm-hmm. C'est une liberté que tu as prise. Faut prendre des libertés des fois, Julien? Sur ta feuille, il y a un code de 3 lettres à gauche. Puis là, plus on avance dans le temps, plus le dessin se simplifie, puis on a on a différents codes de 3 lettres. On commence avec KXE. Qu'est-ce que ça veut dire, KXE? Donc, ce que j'ai mis à gauche, c'est l'évolution linguistique, qui est en parallèle à l'évolution de l'alphabet. Dans le fond, c'est un code pour la langue? Ouais, exactement. C'est le code ISO d'une langue inventée. Donc, fait qu'à la place d'être ENG pour English, tout a mis KXE. C'est exactement ça. Okay. Fait qu'ici, j'ai une proto-langaison que j'ai faite. C'est-à-dire, dans mon univers, dans Gadin, les gens parlent Irial. H-I-R-Y-A-L. En Irial, ça se prononce différemment. C'est Irial. OK, super. OK, puis en bas, la dernière itération de tes symboles, c'est HIR. Exactement. Fait que c'est de ta première langue vers l'Irial. Exactement. C'est l'histoire de l'alphabet à partir de la langue qui a inventé le système logographique, puis l'évolution de cette langue-là jusqu'à l'Irial, qui est la langue vernaculaire de l'Empire, du pays que les gens habitent. Tout le monde, c'est un peu le latin de Rome ou l'anglais d'aujourd'hui. C'est la langue que tout le monde baragouine un peu pour faire du commerce et où parlent très bien parce qu'ils viennent de ce qu'on appelle les patriciens, qui sont comme les peuples qui ont du pouvoir, puis il y a des peuples qui ont moins de pouvoir. Fait que tout le monde parle un peu Irial ou beaucoup Irial. Personne parle le KXE, là. Fait que je peux en parler de ces langues-là. C'est une évolution du Krelperong, que moi, j'appelle le Kelperon, qui est une francisation de la version iriale du mot pour ça. Okay. Puis ensuite, le Kelperong, qui est juste une variation que la langue elle a évolué puis est devenue autre chose, qui est devenu le Ronkel ensuite, puis qui est devenu le Fakiset, pour finalement devenir l'irial. Fait que, entre toi puis moi, je dis Kelperon archaïque, c'est Kelperon, KXE. Le Kelperon classique, c'est la période de gloire de ce peuple-là, si tu veux. KL, suivi de le Ronkel, qui est le Ronchel. Je sais pas, j'essaie de trouver une francisation simple. Cette langue-là, le peuple était en exil. C'est développé comme ça. Suivi du Takiset, qui est un autre moment, le moment où de contact avec l'Empire. Finalement, c'est devenu la langue de l'Empire à l'Irial. Fait qu'on a une évolution linguistique en parallèle à l'évolution du système d'écriture. OK. Je regarde ton alphasyllabaire, puis il y a 7 symboles en haut. On peut s'imaginer là, que ces symboles-là, en tout cas moi je les associe à un peuple qui est assez primitif, mais qui est quand même capable de faire de l'agriculture puis de l'artisanat. Oui. Parce que j'ai de la poterie, j'ai l'orge, mais j'ai aussi un pont. Fait que rendu à construire des ponts, ça veut dire qu'on est quand même plutôt avancé. Et on a l'arbre et le feu et le lever de soleil qui me donne un aspect un petit peu plus nature, animiste. Je sais pas là, pourquoi possiblement que tu te l'expliques assez facilement pourquoi le crépuscule, le feu, l'arbre, c'est important pour eux. Mais le symbole qui attire le plus mon attention, c'est une tête d'éléphant. Est-ce que le peuple qui parle cette langue-là, l'éléphant occupe une place importante pour eux? Ben, la tête d'éléphant se prononce ing, OK? Mais c'est quoi que ça veut dire?
Ça veut dire visage. Ah! Ton Donc, peuple, c'est... c'est des éléphants. l'éléphant. C'est un peuple d'éléphants anthropomorphes. Donc, Gadin est peuplé par des animaux anthropomorphes ou quelque chose de semblable à ça. Fait que tu peux imaginer... Tu peux imaginer que c'est peuplé par des animaux très proches d'être animaux ou par des animaux très proches d'être humains. Puis j'essaie de surfer un peu le flou entre les deux, c'est-à-dire j'ai pas vraiment le goût de classer, genre, est-ce que les éléphants ont vraiment plus l'air des éléphants ou des humanoïdes avec une tête d'éléphant. Je reste un peu dans l'entre-deux, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais peut-être m'atteler à cette tâche-là, mais je vais le faire quand on va faire de la xénozoologie et puis de la xénoanthropologie un peu plus. Fait que oui, c'est un peuple d'éléphants. C'est très habile d'avoir choisi visage, d'avoir mis la tête d'éléphant, puis je trouve que c'est une bonne introduction dans ton monde, parce que là, on est témoin de l'élément un petit peu principal, ou du moins ton pitch d'ascenseur, que Ouais. ton monde, c'est des animaux. C'est des animaux. Puis, fait que ce peuple d'éléphants-là, pour moi, ils ont évolué beaucoup, une culture très complexe, mais ça, c'est leur système primitif. Fait qu'on est avant leur âge d'or. Fait qu'ils venaient d'apparaître sur les berges de leur partie du monde. Puis, oui, ils ont l'agriculture, puis ils ont de l'artisanat. Ça se limite pas mal à ça. Ils ont aussi plein d'autres symboles. Le système logographique comprend peut-être, 1000 symboles. Mm-hmm. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est que dans ces symboles-là, c'est ce qui est arrivé avec les hiéroglyphes égyptiens, puis qui ont en contact avec les Phéniciens dans notre monde à nous, dans la mer Méditerranée. Les Phéniciens ont pris certains symboles, comme le taureau avec des cornes, t'sais. Puis ils l'utilisaient pour représenter des choses. Puis dans leur langue, là, peut-être que je fais des erreurs, là, c'est vraiment top of my head, là, je suis pas sûr, mais dans leur langue, les Phéniciens, il y avait ce mot-là qui commençait par la lettre A ou le son A. Fait que c'est devenu le symbole qu'ils utilisaient pour représenter la phonétique. Puis c'est ce qui se passe dans tous les systèmes qui évoluent d'un système logographique. Mm-hmm. Tu vas avoir un dessin, comme par exemple ici, en passant, notre A à nous vient de la tête de taureau, là. C'est comme tout est une évolution, tout est dans tout. Ah, ouais, ok. Fait que nous, notre A, il vient du alpha, qui vient du phénicien, tête de taureau, qui vient d'un vrai dessin de tête de taureau à quelque part. Mais tu vas avoir, par exemple, ici, l'exemple de la tête d'éléphant. Mais c'est une tête vraiment bien dessinée. Ça représente un visage. Fait que c'est un idéogramme. Ça représente une idée. Après ça, elle évolue. Et dès la deuxième étape, on voit qu'il est écrit « I » entre parenthèses, entre guillemets. La signification de ce symbole-là est passée du monde sémantique, le monde des sens, au monde phonétique, le monde des sons. Ouais. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner cette tête-là pour représenter que le mot commence par la lettre I. Fait que c'est ce que tu vas avoir, par exemple, si tu vas avoir un visage, excuse-moi, pas un visage, mais un mot qui commence par la lettre I, puis qui ressemble beaucoup à un autre mot, mais il commence par la lettre I. Fait que tu vas dessiner ton petit visage d'éléphant pour dire, en passant, un petit truc phonétique, là, ça commence par la lettre I. Et ensuite, l'autre mot, c'est l'idéogramme qui représente quelque chose. Par exemple, si tu as une maison, puis le mot pour maison, c'est, je sais pas, là, je vais inventer n'importe quoi, mais c'est Julien. J'ai vraiment eu beaucoup d'imagination là-dessus. Fait que le mot pour maison, c'est Julien, mais le mot pour, mettons, mairie ou cabane du chef du village, c'est Imout. OK? C'est n'importe quoi d'autre. Mais quand tu dessines une maison, mais que tu mets la petite tête d'éléphant avant, les gens savent, ça commence par I. C'est comme une maison, mais qui commence par I. Ça doit être Imout. Ça doit être la maison du chef. Ouais. Fait que c'est comme un système qui se développe. Comme un aide-mémoire pour... Comme vraiment un aide-mémoire. Mais ça, ce système-là est jamais stable. C'est un entre-deux. Puis après ça, ce qui automatiquement qui va arriver, c'est que la tête d'éléphant va finir par plus pantoute représenter une face, mais juste le son. Puis à un moment donné, quand tu veux juste écrire le son I, tu dessines une tête d'éléphant. Puis avec le temps, ça simplifie parce qu'on l'écrit de plus en plus. Le symbole pour la maison, là, il existe même plus. Maintenant, tu fais juste écrire I-M-U-T. Imout.
sais, puis fait que là, ton système est rendu purement alphabétique. C'est ce qui se passe dans ce système-là où ce que la tête d'éléphant devient des symboles qui deviennent des lettres un moment donné. Brillant. Fait que je suis parti de 7 symboles, mais c'est dans tout le système logographique, il y avait plein de dessins. À un moment donné, c'est juste ces 7-là qui ont évolué pour représenter les sons qu'il y avait dans les mots originaux dans cette langue-là. Fait qu'on a ing, ekru, uki, tsakr, epfus, brr, real, brr, a. En passant, quand je fais mes brr, c'est des. Là, je les écris en alphabet phonétique par un trill bilabial, qui est comme brr. OK. Mais ce que ça représente, c'est quoi, tu penses? Ben, c'est que c'est un son de la trompe de l'éléphant. Ouais, quand l'éléphant trompette, il fait vibrer des cartilages qui sont dans son nez, puis ça fait vraiment un son de. Bon, on sait tout c'est quoi. Ouais, je suis pas capable de bien le faire. Puis le trill bilabial, c'est ma meilleure approximation de ça. Fait que je l'ai écrit de même. Mais la différence, c'est qu'il est syllabique. C'est-à-dire, c'est une voyelle. C'est pas considéré comme une consonne. Genre, je comprends. dans certaines langues du monde, ce son-là existe. En Piraha, qui est une langue d'Amazonie, il y a un trill bilabial, mais c'est une consonne. C'est même, je pense, un allophone d'une autre consonne. C'est comme une variation de tel village. Mais dans mon alphabet à moi, il est vraiment perçu comme une voyelle qui peut prendre un pitch, qui peut prendre une tonalité. Tu peux chanter, puis c'est ta voyelle. Tu sais. Wow. C'est juste que tu le fais avec la trompe. Ouais. Tout le monde ne le fera pas avec la trompe. Non. Fait qu'on a comme un truc pour patcher dans mon système. Puis j'imagine que dans ton monde, t'as un paquet d'autres groupes qui vont pas avoir de trompe pour le prononcer. Oui, exactement. Fait que tous les peuples qui sont en contact avec les éléphants vont faire ça avec leurs lèvres pour essayer de reproduire ou essayer de reproduire d'une façon possible leur langue s'ils ont besoin d'apprendre et de parler leur langue. Fait que souvent, ça ressemble à justement faire aller les lèvres pour créer un effet de trompette. Puis c'est ça un peu l'effet que les cartilages font, là, c'est un peu comme jouer de la trompette. Fait que ça ressemble beaucoup à... Si j'abuse de ta générosité, parce que je pourrais m'en tenir à ce qu'il y a sur ta feuille puis pas en tirer plus, mais est-ce que l'irial est... un rappel pour ceux qui écoutent, l'irial, c'est la langue à la fin de la ta langue feuille, finale, la langue finale. Est-ce qu'elle est... est-ce que c'est une langue importante dans ton monde? Oui, qu'elle est c'est ça, répandue? c'est la lingua franca de l'Empire. C'est la langue que l'Empire utilise pour tout. Mais l'Empire est commandé, puis dirigé, puis vraiment tenu de main de fer par un autre peuple que les éléphants. C'est juste que la culture éléphante était tellement importante et rayonnante. Mon peuple d'éléphants, c'est mes philosophes, c'est mes ingénieurs, c'est un emprunt c'est un peu comme les Romains ont fait avec les Grecs. C'est exactement ça. Les éléphants, c'est mes Grecs, puis les furets, c'est mes Romains. Fait que l'Empire est furet avant tout. T'es généreux, Joël, là, tu nous en donnes beaucoup. Là. Oui, mais ça me fait plaisir. Fait que ça part d'une langue qui appartient à un peuple d'humanoïdes éléphants qui est vraiment hijacké par des humanoïdes furets. Et donc, eux ont pas besoin des mêmes sons. Leur langue a évolué différemment. Puis à la fin, ben si je regarde je les ai pas lus, là, mais l'alphabet, tu sais, l'alphabet c'est I, A, E, O, U, G, U, G, Putaka, Fusacha, Budaga, Vusaja, Remenelenge, Ha, Yi, Wood, Ua, Lud. Ça, c'est mes 28 lettres. Il n'y a rien là-dedans qui est un brrr. Fait que le brrr s'est transformé avec les changements phonologiques à travers les siècles. Puis surtout en contact avec les furets. Amani est disparu complètement de la langue. Et de nos jours, même un éléphant qui parle hirial a perdu son son de trompe dans la langue. Il faudrait qu'il se réapproprie la langue de ses ancêtres. Je comprends. Très intéressant. Est-ce qu'avec les syllabes que tu viens de nous énumérer, je peux composer tous les mots d'irial? Non. Ces symboles-là sont les symboles autonomes, mais il y a des glyphes qui sont des ligatures. Okay. Un peu comme en français, le OE de cœur ou sœur, c'est un O puis un E, mais qui se mélangent ensemble. Fait que si tu veux écrire l'Iwanzek, qui est le nom de l'alphabet pour écrire l'irial s'appelle Iwanzek, c'est leur mot pour alphabet, simplement. Genre, si tu veux écrire avec l'alphabet de l'irial, il faut que tu apprennes tes ligatures. Fait que certains symboles
vont prendre une variation sur le symbole. Fait que ça, c'est mes 28 lettres de base, mais il existe des variations sur chacune des lettres. Un exemple serait, par exemple, si je prends la lettre POU, ça représente juste un P. C'est la façon d'écrire P, c'est juste une ligne. C'est simple. Mais si je veux écrire poids, le P se lie avec un son qui représente le W. Comme poids, ça s'écrit pas P-W-A, ça s'écrit P-W, comme qui est un P avec un autre symbole, une espèce de bulle que tu mets dedans. Que tu rajoutes sur la ligne. Ouais. Okay. Là, je ne l'ai pas ici, je ne peux pas te le montrer. Non. Mais, un peu comme la CD du C. Exactement, comme la CD du C. Mais vraiment, vraiment plus comme le OE, parce que ça se mélange dans le P. C'est pas un symbole que tu mets par-dessus, en dessous ou à côté. C'est vraiment à l'intérieur du symbole lui-même. Fait que ça, c'est l'alphabet de base, mais tu vas vraiment avoir besoin en tout de pas 28 symboles, mais si je me trompe pas, 120 cucs. En réalité, c'est facile de spotter lesquels ont quoi, là. C'est pas vraiment 120 cucs, mais ça finit par être 120 cucs si jamais tu veux faire une police pour ton ordi, là. OK. Que personne n'aurait envie de faire puis que personne fait dans la vraie vie, là. Right? Non, j'imagine que personne fait ça. C'est même trop bizarre. C'est vraiment du temps perdu. Passer une semaine à faire ça sur Funforge avec... Non, personne n'a fait ça. Est-ce que tu as d'autres questions? Écoute, je rentrais dans l'incroyablement technique, mais c'est parce que tu nous as parlé de poids. Oui. Puis moi, je vois POU, puis je vois A. Ouais, mais la lettre que tu vois ici, c'est la lettre P. OK. Est-ce qu'en français, quand on dit P, là... On n'écrit pas P. On n'écrit pas P suivi d'un E accent aigu. Non. Fait que c'est juste son nom. Parce que tu vois en bas, c'est juste le nom de la lettre. La lettre. Okay. Mais la lettre, si je la prononce, ça va faire... Tu comprends? Que... Ouais. Bon. Mais si j'utilise POU puis j'utilise A, ça va donner PA. Exactement. Je comprends. Puis de la façon que l'alphabet fonctionne, c'est comme un alpha syllabaire, c'est des symboles qui se placent par-dessus. Comme le Devanagari avec l'hindi, le A se met sur le P. Donc, ça crée une syllabe. T'as une barre en bas, puis le A qui est une espèce de petite curve avec une loupe à la fin, là, il vient se placer sur la barre en bas. Et là, tu peux lire de bas en haut, pas, et ta prochaine syllabe va commencer à côté. Fait que si t'as pata, tu vas avoir barre en bas, curve avec la loupe, suivi d'une espèce de croisement de barre en bas pour ton son avec la curve avec la loupe sur le top de ça. Je comprends. Fait que tu composes, c'est toujours un agencement de 2 symboles pour monter ta... Tu peux en avoir plus que 2? Oui, tu peux en avoir 3. OK. Fait qu'en haut de ton glyphe de base, tu peux avoir soit une voyelle, ou soit une voyelle qui se place pas centrée, mais à gauche du glyphe, suivie d'une mini-consonne qui se place à droite pour faire une syllabe complexe, comme si c'est pas pas, mais genre pape. Okay. T'as besoin d'un deuxième P, il vient sur le top du premier P, à droite. Parce que tes mots sont divisés en syllabes. Oui, exactement. Excellent. Un alpha syllabaire. J'ai pas d'autres questions pour toi, c'est vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. J'invite encore les auditeurs à venir visualiser, là, ceux qui sont en audio, venir visualiser le texte. OK. Cool. En fait, l'artefact. L'artefact. Ouais. C'est excellent. Parfait, merci. C'est cool. C'est ça? Ouais, c'était un plaisir. C'était l'épisode d'aujourd'hui? C'était l'épisode d'aujourd'hui, Joël. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.